La deuxième question, on parle un peu de pénurie de main-d'œuvre. On sait, hein, quand on se promène là, sur l'autoroute un peu partout, nous embauchons, on voit ça à peu près, là, plein d'endroits, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais à travers tout ça, il y a quand même des jeunes qui sont en train de prendre la relève dans le monde de la santé et de la sécurité du travail. C'est des jeunes qui arrivent avec des idées, qui arrivent avec leur enthousiasme, leur énergie. Puis là, tu as un espèce de vieux pépin dans l'usine qui compte les dodos avant sa retraite. Quel stimulant pour le jeune qui arrive. Comment dire? Il n'y a pas trop en faire. Y a-tu moyen, à un moment donné, qu'on règle ça autrement puis que ces gens-là fassent? Et c'est ça la question que je veux poser maintenant. Et la question, comment est-ce qu'on pourrait assurer le transfert du savoir-faire, des connaissances de ces gens-là qui ont de l'expérience vers des personnes jeunes qui commencent leur carrière? Et je vais poser la question à Eddie Patron. Bonsoir tout le monde. Ben, oui, c'est sûr que quand on arrive aux entreprises, on se trouve des personnes qui on a déjà un chemin sur le domaine de la santé et de la sécurité, mais aussi on se trouve avec certaines cultures organisationnelles qui sont plus... qu'ils montrent une résistance au changement de la relève. De plus en plus, comme vient de parler M. Pérouse, il y a de la scolarisation de personnes qui travaillent en santé et sécurité. Il y a des personnes qui ont des maîtrises, qui ont des formations universitaires plus que scolarisées. Et c'est ça qu'on doit trouver la façon de s'entendre, de trouver une bonne façon de se comprendre entre les uns et les autres et faire ensemble ce mix de connaissances et de nouvelles méthodologies pour trouver une façon pour trouver la façon un bon chemin, de trouver ce bon chemin et donner à la relève sa passion pour la santé et la sécurité comme vous l'avez. Parce que de toute façon, dans toutes les entreprises, on se trouve les personnes qui sont passionnées vraiment pour trouver les bonnes statistiques, pour trouver toutes les bonnes idées et méthodes pour faire la prévention. Mais dans le cas de la construction, on trouve qu'il y a plein de places pour travailler, mais en même temps, il y a comme une division et ce marché-là, il donne seulement une partie du chemin. Par exemple, il se préoccupe seulement pour les groupes, il se préoccupe seulement pour les formations, il n'a pas une organisation, une culture ensemble pour trouver la bonne façon de faire la santé et la sécurité de façon préventive. C'est ça que, comme nouvelle génération dans les chemins, on essaie de trouver. Bien, merci beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle a dit dans le sens du mot passion. Quand on n'a plus la passion pour quelque chose, on sera bien mieux de s'en aller ailleurs. Parce que c'est ça qu'il faut que les gens transmettent. La passion à ces jeunes-là. On est arrivé trop souvent d'en voir, là, tu sais, t'as le jeune qui est tout enthousiaste, puis là, t'as l'autre qui arrive et qui l'éteint, tu sais. Ça a-tu l'air assez ennuyant de travailler ici? Tout ce qu'il pense, c'est de s'en aller. Voyons donc. On peut-tu se réveiller? Wake up? Oui, Michel? Mais, Robert, c'est pas juste une question de passion. Notre but, c'est d'être des agents de changement. OK? Il faut que tu comprennes le fonctionnement dynamique de l'organisation. Moi, j'ai travaillé dans 2 grandes organisations, puis j'ai vu ma différence de performance dans les 2, parce que dans la première, j'avais un mentor qui allait cogner des portes, puis qui me présentait au VP senior, puis qui me disait, oh, tu sais, lui, là, attention, tu le prends de telle façon, puis si tu veux présenter...
Le Torvis, à part de ça, il m'a fait planter une fois. Il m'a emmené devant 2 gros vice-présidents seniors faire une présentation. Il savait que je me planterais. Il m'a dit, à ce moment, tu vas faire la même chose, mais tu vas le faire d'une façon différente. Okay? Quand c'était le temps de développer le tableau de bord. Okay? Parce que tout fier de ma formation en 6 Sigma, je me revendiquais de 6 Sigma, alors que mes 2 VP, le vice-président senior zinc, le vice-président senior cuivre, haïssaient pour s'en confesser la vice-présidente responsable de 6 Sigma. Okay? Il m'a délibérément laissé me camper dans le mauvais camp pour faire la présentation. C'est un mentor que ça prend qui va te montrer, tu sais, qui va t'ouvrir les portes, qui va t'expliquer qui est chum avec qui, puis qui sont tes alliés naturels, puis comment utiliser les réseaux naturels à l'intérieur de l'organisation. Ça, c'est précieux. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je voulais parler aussi. Oui, bien. Je peux. Je vais t'apporter le haut-parleur. C'est sûr que... Il est en conflit d'intérêt, celui-là. Oui, effectivement. Attends une minute. Je parle sur Oui. Je vais juste reprendre un point que ma collègue a souligné. Et c'est quelque chose que je me questionne un peu. Le Québec et Montréal, en particulier, comme ville, est très bien placé par rapport à la formation de la relève. C'est-à-dire, on parle d'un réseau d'universités très bien coté au monde, on parle des centres de recherche de très haut niveau, des programmes à l'ETS, à l'Université de Montréal, à l'Université de Sherbrooke, un peu partout, il y a des programmes en santé et sécurité. Mais effectivement, est-ce que le milieu de travail est prêt pour recevoir ces gens-là qui sont quand même... peut-être qu'ils n'ont pas encore suffisamment d'expérience, disons, mais au-delà de ça, c'est des gens qui ont des connaissances solides, pour dire de certaines manières, qui sont allés chercher ça. Est-ce que le milieu est prêt à le recevoir? C'est sûr qu'il y a toute la résistance au changement, mais je pense qu'à un moment donné, il faut évoluer vers ça, vers la professionnalisation de la profession, pour dire de conseiller en santé et sécurité, d'aller plus loin qu'un préventionniste. C'est là aussi un point qu'il faut s'entendre par rapport à qu'est-ce qu'on veut nous conseiller, un préventionniste, un coordonnateur, c'est quoi ça, à quoi on s'attend. Mais je pense qu'on a les ressources humaines pour faire changer la chose et l'amener à un niveau encore plus loin, plus haut comme niveau. Mais j'ai des doutes par rapport du point de vue traditionnel de comment est-ce qu'on a fait la santé et la sécurité pendant des années, si on serait capable d'en profiter de tout ce qui est là. Mais je pense qu'on est très, très bien placé, très bien positionné. Il faut juste faire rouler tout ça et l'intégrer d'une meilleure manière. C'est juste un point que je voulais soulever, mais c'est un beau défi en tout cas. Je n'ai pas les réponses, mais c'est quelque chose quand même que je souligne, parce que c'est du potentiel. Est-ce qu'on est en train de perdre un peu le potentiel? Parce que c'est des gens qui ont de la préparation, de la formation, mais à la fin, ils vont finir par proposer des beaux casques jaunes, bleus, et juste des choses comme ça, quand on peut aller un peu plus loin. C'est un peu les incentives à profiter de tous ces potentiels-là. Donc, c'est un point que je voulais souligner. Il y a d'autres questions en arrière, effectivement. Je voudrais ajouter quelques petites idées par rapport à mon expérience et pour soutenir l'idée de mes collègues. Pas toutes les entreprises sont prêtes pour recevoir des gens avec un background en santé et sécurité, avec beaucoup d'études. Moi, j'ai passé par plusieurs niveaux, plusieurs entreprises, génie conseil, industrie, gouvernement. Et je peux vous dire que, comme ma conclusion personnelle, après 15 ans d'expérience en santé, sécurité, environnement aussi, est qu'en santé et sécurité, on est un peu les ennemis de tout le monde, parce que les employés ne nous aiment pas parce qu'on les oblige de porter l'équipement de sécurité, donc ça ralentit leurs tâches. Les ennemis des gestionnaires parce qu'on leur demande de l'argent pour acheter l'équipement de sécurité. Et la haute direction, mais finalement, où je travaille présentement, c'est vraiment la haute direction des États-Unis qui a imposé un système de santé et sécurité. Donc, je suis arrivée dans un milieu où le monde ne portait aucun équipement de sécurité. J'ai fait une remarque à quelqu'un qui travaillait
pas sécuritairement. Et finalement, c'était moi qui avais des problèmes parce que je n'étais pas présentée par la direction. Et j'ai dit à mon directeur, mais qu'est-ce que je fais moi ici? Donc, les entreprises doivent être ouvertes à partir d'en haut, en bas, pour recevoir les gens en santé et sécurité et à faire des changements au niveau de finances, comme vous avez dit, d'être prête à investir. Parce que j'ai vu aussi beaucoup d'accidents non déclarés. Ah ben, c'est normal que les vitres se brisent, les vitres chariots élévateurs, mais ça se brise en tout temps. Mais les gens sont accidentés, puis ils sont en arrêt du travail. Combien ça coûte, c'est énorme. Bon, merci beaucoup. C'est là, il y a des gens qui veulent intervenir aussi. André Platte, en premier, oui, s'il vous plaît. Ben, écoutez, j'ai-tu le droit à 2 réponses, mais très rapides? La première, juste une réaction, d'accord? C'est vrai que souvent, on fait donner des employés, on est reçu par des employeurs qui ne comprennent pas vraiment le travail qu'on fait. Et pourtant, je vais donner juste un exemple. J'étais chargé de santé et sécurité au site du lac Mégantic en juillet 2013 pendant le démantèlement des wagons endommagés. Et pendant 15 jours, je me suis vraiment demandé si j'avais fait un travail efficace. Puis savez-vous comment est-ce que j'ai réalisé à quel point le travail que j'avais fait était efficace? C'est que le syndicat de la Sûreté du Québec était rentré en guerre contre la direction de la Sûreté du Québec parce qu'eux n'avaient pas eu de prévention. Il y avait eu un policier qui était tombé dans le pétrole. Il y avait eu des choses extraordinaires qui s'étaient arrivées au niveau de la Sûreté du Québec. Et là, le bordel était pris, alors qu'il n'était rien arrivé au niveau des opérateurs qui avaient pompé les liquides, des choses comme ça. Tu regardes ça, puis tu te dis, où tu n'as aucune prévention, ça finit par paraître en quelque part. Deuxième élément, on parle d'avenir. Moi, chez mes clients, ce que je remarque, c'est que vous avez de moins en moins de soudeurs humains, mais de plus en plus de soudeurs robots. En 2019, au Brésil, vous allez avoir une mine où tous les camions vont être automatisés, plus de chauffeurs. Ça s'en vient d'ici 5 ans ici. Tu as une réalité, l'intelligence artificielle va être supérieure à l'intelligence humaine dans 5 ans, etc. Beaucoup prédisent que dans 5 ans, les robes ne se feront pas en Asie, mais ça va se faire sur le coin de la rue chez vous. Vous allez choisir sur Internet ce que vous voulez et vous allez le faire imprimer sur le coin de la rue. C'est de la science-fiction pour plusieurs et ça s'en vient. Okay? Ça va avoir un impact sur les gens qui vont faire de la santé et sécurité. Ce que je retiens du discours de Michel au début, c'est qu'il y a 2 éléments qui sortent de plus en plus, les risques musculo-squelettiques. Ben, je trouve qu'avec les robots qui s'en viennent, ce risque-là va disparaître, tranquillement pas vite. Mais le risque au niveau de la santé mentale va probablement accroître. C'est la réponse, ma réaction aux 2. Je pense que monsieur avait une réponse. Non, c'est juste quoi. Ben, à nouveau, c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure. La pire chose qu'on puisse se faire dire quand on commence en santé sécurité dans une entreprise, c'est de se faire présenter comme étant c'est lui qui est responsable de la santé sécurité. Ça, là, c'est le message à passer. Là, c'est à partir, tu vois tout de suite le changement que tu as à faire dans l'entreprise pour que ça parte de la haute direction. Le jour que c'est le président qui est responsable de santé sécurité dans la compagnie, tu vois déjà qu'il y a un changement de culture qui va s'implanter. Puis le changement de culture, il doit se faire top-down et non pas... Bien, évidemment, il peut se faire dans les 2 directions. Là, je dirais pas juste, mais il faut qu'il se fasse... C'est tout le monde. C'est pas juste les superviseurs, mais c'est pas juste... les employés aussi. Alors, c'est clair qu'à ce niveau-là, les jeunes, ils peuvent se mettre beaucoup de pression s'ils arrivent à quelque part et ils pensent qu'ils sont responsables de santé sécurité. Oui, Kathleen. Oui, mais je voulais faire du pouce sur le témoignage. D'ailleurs, merci beaucoup de votre témoignage, parce que vous avez osé dire tout haut ce que plusieurs vivent ou ne disent pas. OK? Au moment de professer, pour ceux d'entre nous qui sortons de l'université, il n'y a aucune des écoles, bon, je vais m'avancer en disant aucune des écoles, qui nous prépare mentalement pour faire ce genre de travail-là. Et dire que finalement, au-delà de la loi qu'on apprend à l'école, des bons principes théoriques, on va avoir et avant tout à gérer avec des humains. Et là-dedans, il va y avoir aussi les gestionnaires, puis on va avoir aussi les employés. Donc, on se trouve de facto à être entre l'arbre et l'écorce. C'est notre réalité.
Une fois que vous allez prendre une décision qui va être favorable pour l'employeur qui va être content, c'est le côté syndical qui va hurler dans les brancards. Mais la journée où vous allez prendre une décision qui va être en faveur du syndicat, c'est le côté patronal qui va hurler dans les brancards. Donc, peu importe quelle décision vous allez prendre, vous allez toujours avoir un parti qui va être insatisfait. Je fais du pouce sur, effectivement, on s'attend à... On est un petit côté idéaliste. Habituellement, je ne sais pas pour vous, là, mais quand on choisit cette profession-là, habituellement, c'est parce qu'on aime l'humain, on veut le protéger. C'est ça notre ressource. Je comprends, là, ici, l'argent, tout. L'argent mène, puis c'est ça qu'il faut. Mais en bout de ligne, si on a choisi ça, c'est parce que c'est la personne qui comptait pour nous. Fait que des fois, ça vient chercher nos valeurs aussi parce qu'on a un petit brin idéaliste, on veut améliorer le monde, puis on arrive dans une réalité qui n'est pas celle-là nécessairement. Et le côté de la préparation, je fais du pouce également sur ce que vous avez dit. Le mentorat, c'est essentiel pour qu'on puisse prendre des trucs. C'est pas vrai qu'un truc qu'on a appris va être applicable à tous. C'est comme pour les EPI, il n'y en a pas un qui fit pour tout. Fait qu'il y a des stratégies, ça nous prend des gens qui nous passent leurs expériences, puis leur contexte, qu'est-ce qu'ils ont vécu, et qui le transfèrent à nous, les plus jeunes, pour, si jamais ça nous arrive, au moins on va avoir des pistes de solutions pour savoir comment faire changer d'idée, comment faire passer le message. Parce que vous allez beau avoir toutes les compétences théoriques, être super bon à savoir la loi par cœur, si vous n'êtes pas capable de passer le message, pointless. Si je peux me permettre d'ajouter à ça, on parle d'influence, puis c'est vrai qu'on n'est pas préparé à influencer. Influencer, c'est pas manipuler, c'est différent. L'influence, c'est donner ta destination, dire où tu t'en vas, puis après ça, essayer de convaincre les gens. Puis moi, je veux peut-être qu'on soit un peu plus optimiste sur le changement qui est en train de s'opérer. On a des gens extrêmement compétents qui arrivent sur le marché du travail. Le parrainage, le mentorat est effectivement un bon moyen d'intégrer les gens, de faire du transfert de connaissances. Du côté des employeurs, ce qu'on doit s'assurer de faire, c'est de lier deux personnes ensemble. Quelqu'un d'un peu plus jeune avec quelqu'un d'un peu plus vieux pour s'assurer et prendre évidemment les bons profils. Tout le monde n'est pas en mesure de bien transférer ses connaisses. Certains sont capables. Souvent, on est seul dans l'entreprise. On est effectivement seul. Pour le conseiller, moi, ce que je peux vous donner peut-être une petite anecdote. En début de carrière, je suis technicien, je fais de l'échantillonnage dans une usine de pneus qui a fermé. Il en reste deux, vous devriez savoir laquelle. Je me rappelle les premiers jours, je viens de sortir du cégep. Je suis un technicien. Puis je viens porter mes petites pompes, puis mes cassettes que je prépare et tout ça dans un milieu extrêmement dur. C'est Goodyear, c'est dur. Là. Les gars, il y a des motards là-dedans, juste pour vous dire. Et les gars prennent mes équipements fin de journée, puis excusez le mot, ils les crissent dans les poubelles. Et oui, je pourrais vous en compter. Je me rappelle d'un matin qui a changé ma vie. Je rentre dans la salle de bain du bureau de santé et je pleure. Et je me dis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Là, c'est revenu, j'ai repris mon courage à deux mains, puis il y avait un groupe un peu dur. Je suis retourné dans l'usine et j'ai pété ma coche à ce groupe-là, en leur disant, vous avez beau penser que l'employeur a un programme d'hygiène qui est de la bullshit, moi, je suis payé comme vous autres pour faire ce rôle-là, puis là, il faut que tu fasses parler ta passion dans ce temps-là et de leur dire que je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va sortir exactement, je peux vous dire que moi, je vais tout faire pour défendre ce qui est défendable. Mais j'ai besoin de votre collaboration. Et si vous ne m'aidez pas, you bet qu'il n'y a rien qui va changer. Puis, il faut aussi, à un moment donné, mettre nos tripes à la table. Mais ce que je déplore peut-être aujourd'hui, c'est de voir beaucoup de gens avec des compétences techniques extraordinaires, incapables de les appliquer. Puis, comment on le fait, je ne sais pas. Est-ce qu'on est sur le bon X? Je ne sais pas. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai compris un jour que j'étais sur le bon X, puis ça a commencé à marcher quand j'étais capable d'influencer. Et pas juste l'employeur. Les syndicats, les travailleurs. Puis ça, est-ce qu'on l'a tous? À vous poser la question. Ça s'apprend, mais... OK. Juste pour conclure, parce que là, le temps passe rapidement. Moi, j'aurais aimé, s'il peut le faire en 1 minute, M. Dallaire, comme professeur, qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette transmission-là? Bien, pour ma part, au niveau du cégep, c'est que nous autres, on forme des techniciens en santé et sécurité, en hygiène puis en environnement. D'ailleurs, il y a une de mes anciennes étudiantes qui est ici, Julie, qui va recevoir son diplôme dans 2 semaines. C'est que, c'est sûr, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des agents de changement au niveau qui vont aller en milieu de travail. C'est pas évident non plus, parce qu'ils font des stages aussi pendant la première année, la deuxième année. Et souvent, compte tenu de toute la
comment dirais-je, tout le monde là est débordé. Des fois, on va prendre un étudiant, on va lui donner un projet X, après ça, le superviseur, on ne le voit plus de l'été. Là. Et ça, là, nous autres, là, comme professeurs et superviseurs, là, au niveau du cégep, là, c'est bien de valeur. Cette entreprise-là, là, on n'enverra plus les étudiants, parce que les étudiants sont là pour apprendre. Ils sont là avec les connaissances qu'ils ont acquises pendant la première année et la deuxième année. Ils sont là justement pour apprendre et aider aussi l'entreprise. Mais si on n'a pas d'échange de ce côté-là, ben on va fermer une boutique de ce côté-là pour cette entreprise-là. Mais le transfert des connaissances, c'est sûr et certain que c'est important. Et je répète aussi, avec ce que vous avez mentionné tout à l'heure, on prend quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est tellement facile de perdre toutes ces connaissances-là quand il y a un nouveau qui arrive dans l'entreprise. Il faut que ce transfert-là se fasse aussi. Mais avec un bon système de gestion aussi. Si tu n'as pas de système de gestion, les gens partent, puis toutes les connaissances perdent. Bon, bien, merci beaucoup. Le sujet, je pense qu'il pourrait faire à lui seul un nouveau débat. Ouais. Oui. Ben, c'est tellement intéressant, justement, de voir comment les jeunes perçoivent, puis les plus anciens et tout ça, en tout cas, réussir à concilier tout ça. Soit dit en passant, je ne veux rien vendre. Là. De toute façon, le travail et santé, dans le prochain numéro, il y a une ergonome qui signe justement un article où elle a réussi à ce que des gens qui sont là de longue date finissent par parler à des jeunes qui arrivent et à faire quelque chose de concret ensemble.